C'est un virus qui était transmis par un animal sauvage, à la différence de la grippe, dont on connaît, qui n'a rien à voir, qui n'est pas un coronavirus, mais qui est un virus saisonnier, qui est dans le poulet et dans le cochon, où il circule beaucoup, il passe à l'homme. Donc là, il y a des possibilités de mutation extrêmement importantes, ce qui fait que quand le virus de la grippe revient en deuxième saison, généralement, il a muté, et c'est pour ça que parfois le vaccin ne marche pas, on doit refaire tous les ans, et qui fait que si on avait ça sur le coronavirus, ce serait effectivement une catastrophe. Donc, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas non plus donner à tout le monde un message pessimiste, terrible, parce que d'abord, nous, on déconfine, et déconfiner, c'est un mélange d'optimisme, et puis de dire attention, si vous déconfinez mal, on peut reconfiner. Si on reconfine en France, ça sera probablement par région, voire par département, et non plus au niveau national. Alors, on a un gros avantage, nous, et peut-être certains des pays qui nous écoutent, on est très en retard par rapport à d'autres pays. On est très en retard, bien évidemment, par rapport à la Corée, dont on pourra reparler tout à l'heure, qui a une stratégie différente, et par rapport à l'Allemagne, qui a fait une demi-stratégie comme nous de confinement, mais qui a surtout beaucoup testé. Donc, dans ces pays-là, le déconfinement est en cours. Et bon, évidemment, il y a eu quelques fêtes de la bière en Allemagne qui ont dégénéré, qui ont fait ils se sont fait peur. Mais en règle générale, les nouvelles du déconfinement sont pas catastrophiques, elles sont comme on les attendait. Faut que ça soit fait avec sérieux. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question de l'état de la pandémie aujourd'hui. Après, on pourra peut-être. Je crois qu'on va parler de l'Afrique un peu plus tard, qui est quand même une région très à part, et on commence à comprendre pourquoi. Sinon, il y a un gradient est-ouest et nord-sud très net, qui là aussi va vers le sens d'un déconfinement, hein, d'une saisonnalité. Parce que si on prend l'épidémie en Australie, elle a commencé plus tôt. Il a fait très chaud en Australie, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des incendies en Australie. Et en fin de compte, là-bas, ça s'est plutôt plutôt très bien passé. Donc, c'est vrai que l'hémisphère sud est plutôt épargné pour le moment. Et je vous dis, on ne sait pas ce qui se passe au Brésil, donc là, c'est difficile. Mais on voit, par exemple, on va prendre dans le Maghreb, la Tunisie, 1000 cas. 1000 cas en Tunisie, c'est rien. C'est rien. Donc, va se poser le problème assez vite, mais ça, c'est un autre débat, si le confinement et l'état de l'économie mondiale ne va pas faire plus de morts que le Covid. Yves. Ton micro, Yves. On ne vous entend pas, monsieur. Oui, Yves. Je vais vous faire le présentateur de télévision. Mais je crois que nous avons un petit problème avec Yves Tremblay, donc on va redonner la parole à Jean-François Lemoine. Et voilà. Alors, Jean-François, vous avez parlé de plusieurs stratégies. Vous avez parlé de la Corée, vous avez parlé de la stratégie française, du Brésil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces différences de stratégie? Alors, le premier de la classe, c'est un ensemble de pays. C'est des pays Corée, Vietnam. Pas oublier le Vietnam, ça s'est très bien passé au Vietnam, mais on dit que c'est parce que le pays est plus autoritaire. Enfin, les pays Singapour, Hong Kong et tout ça ont eu une attitude qui était celle dont on sait aujourd'hui que c'est la bonne. C'est-à-dire dépister tout de suite, isoler les cas positifs et faire une enquête pour savoir qui avait été contaminé. Ce qui a permis d'arrêter la progression de l'épidémie. Et au lieu de faire un confinement, en fin de compte, ils ont choisi le port du masque pour tout le monde. Donc, c'est confucéen comme attitude. Faire porter un masque à tous les Français, c'est pas simple. À tous les gens de Hong Kong, il suffit de le dire, c'est fait. Et par exemple, les mesures barrières la différenciation entre individus dans le métro à Hong Kong, elle s'est faite naturellement parce que le métro était vide. C'est-à-dire que les Hongkongais ont tout de suite compris que s'il y avait du virus qui circulait, ça circulait plus dans le métro qu'en faisant de la bicyclette. Donc, si vous voulez, ces pays-là sont très où on peut organiser des politiques de santé et qui ont commencé tout de suite par les tests, sont ceux qui ont le moins de mortalité et qui semblent mieux gérer l'épidémie. Sachant que, par contre, comme ils ont fait un espèce de confinement par le masque, ils sont toujours quand même sous
le risque de devoir repartir. Alors, entre les deux, il y a l'Allemagne. L'Allemagne qui a commencé, qui a vite vu qu'il y avait les tests. Alors, on dit les Allemands, ils sont plus malins que les Français. Non, les Allemands, ils avaient des tests. En France, on n'en avait pas. En France, on n'avait ni masque, ni test, ni l'hydréa. Ce qui est scandaleux, et je pense que le jour d'après va être méchant pour nos dirigeants. Mais là, eux, ils avaient des tests. Donc, ils ont fait 500 000 tests par semaine, dès le début, pratiquement. Donc, ce qui fait qu'ils ont fait pareil, ils ont isolé. Donc ça, je veux dire, c'est les premiers de la classe. Alors, au milieu, il y a les mauvais élèves, mais encore ceux qui ont encore un système de santé qui fonctionne, dont on fait partie avec l'Italie, avec l'Espagne, des pays comme ça, où ben, on s'est laissé prendre de vitesse par l'épidémie et on n'a pas eu d'autre solution que de confiner. Et je vous dis, le confinement, c'est pas une bonne solution, mais c'est la plus efficace. C'est une solution, je vais dire, qui date du Moyen-Âge, hein, le confinement. Faut pas oublier qu'on a arrêté les grandes épidémies du Moyen-Âge comme ça. C'est pas brillant pour nos grands médecins de dire que c'est les techniques du Moyen-Âge. Alors, je sais que les saignées reviennent dans les hémochromatoses, mais ça, au moins, on sait pourquoi. Mais en revanche, dire que voilà, la seule façon qu'on a eue, c'est de confiner, d'arrêter tout un pays. Tout un pays. On ne saura jamais si on n'aurait pas dû confiner que les régions touchées, c'est-à-dire le nord et l'est de la France, et puis laisser un petit peu de liberté. On a choisi ça, et curieusement, les Français ont marché. Hein. C'est quand même ahurissant que ce pays, on soit mis en détention provisoire pendant 2 mois. Et contrairement à ce qu'on peut raconter sur effectivement des endroits où il y a des gens qui n'ont pas très bien les confinés, moi je peux vous dire, je vais à Canal+ tous les soirs, je traverse tout Paris et banlieue, il n'y a pas un rat. C'est plus vrai depuis une semaine. Hein. Mais il n'y avait personne. J'ai jamais vu Paris comme ça. Jamais. Donc nous, on a confiné. Et puis là, maintenant, ben, on a un gouvernement qui nous garantit 700 000 tests par semaine à partir de lundi. Alors comme ils ont beaucoup menti pour les masques, on va attendre qu'on soit lundi. Hein. Enfin, il semblerait que ça c'est vrai. Les masques, c'est toujours pas fait. Mais donc, ça, c'était la stratégie. Après, il y a la stratégie des très mauvais ou des gens qui sont des risques tout. Alors, la palme vient au Brésil, hein. Là, pas de problème. On va faire une immunité collective, c'est-à-dire que on laisse rentrer le virus, puisqu'on sait qu'en 70% des gens ont tous été touchés par le virus, on est tranquille, ça s'arrête. Bon, au passage, on a tué 300-400 000 personnes. Ça n'a pas l'air de gêner Bolsonaro, parce que j'ai l'impression qu'il vide les favelles et qu'il se débarrasse des vieux qui vont pas bien. Il faut savoir que c'est une population très jeune, le Brésil, et qu'au Brésil, ben, le coronavirus, il va passer comme partout dans les pays jeunes, on verra l'Afrique tout à l'heure, sans faire de dégâts. Hein, on sait fort bien que 98% des jeunes qui ont le coronavirus n'auront rien, et puis 2% qui auront peut-être des problèmes, et ceux-là, on arrivera à les sortir d'affaire. Donc, si vous voulez, la stratégie de l'immunité collective, elle a tenté beaucoup de monde. Alors, elle a tenté, faut être honnête, elle a tenté aussi les Norvégiens, qui ont dit, bon, on va faire cette technique-là. Bon, enfin, il suffit de regarder une carte et voir de la Norvège, c'est qu'ils sont pas embêtés par les mégapoles. Hein. Donc, peut-être que là-bas, c'est une stratégie locale. Puis le virus, il aime peut-être pas le chaud, il aime peut-être encore moins le froid. Donc, si vous voulez, ça, c'est à part. Puis, il y a l'Angleterre. L'Angleterre et les États-Unis. Alors, évidemment, on a les dirigeants qu'on mérite. Hein. C'est quand même 2 prix Nobel, ces deux-là, et je rajouterai avec celui du président des États-Unis, je rajouterai son vice-président, parce que lui aussi c'est un champion. Bon, ça a été depuis le début des annonces complètement délirantes, voilà. Ça continue, sauf que là, il y a quand même, quand on voit quelqu'un comme le professeur Fauci, je ne sais pas si vous connaissez ce professeur, mais qui est moi je le vois dans les congrès sur le sida, est un type exceptionnel. On voit qu'il souffre quand il est derrière Trump. Alors il pourrait dire, après tout, je prends ma retraite, je m'en vais, il m'emmerde, sauf qu'il est là quand même, parce que bon, c'est son boulot. Mais enfin, on peut pas voir Fauci écouter Trump dire on va injecter des produits qui sont désinfectants sous la peau, ça devrait marcher. Non, là, ces pays-là, ils ont maintenant la conséquence. Mais aux États-Unis, je pense qu'il y a derrière la stratégie de Trump, cette même stratégie, disons, soyons cyniques, hein, l'économie doit redémarrer. Après tout, c'est que des Noirs obèses, ils sont aux États-Unis qui vont mourir et qu'ils sont fous. Et c'est ça ce qui est scandaleux. Donc, il va falloir quand même que, après tout ça, on analyse avec les résultats à partir de ces stratégies-là. Hein.
et savoir pourquoi on a fait ces stratégies-là. Nous, nos dirigeants vont avoir à répondre sur le problème des masques. Ça, c'est, vous savez, je ne sais pas si vous avez tous lu Tintin, mais le capitaine Haddock, il y a un sparadrap qui ne quitte pas quand il n'arrive pas à décoller son sparadrap. Ben, le masque pour Olivier Véran, c'est son sparadrap. Je ne sais pas s'il va arriver à le décoller. OK. Est-ce que je peux prendre la parole? Et on vous entend maintenant. OK, d'accord, merci. Écoutez, si vous permettez, on va aller un petit peu au sud, on va aller voir l'Afrique. Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui disent que l'épidémie est aux portes de l'Afrique, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Par contre, il y a beaucoup de choses, et vous en avez parlé, qui sont en faveur d'une protection naturelle pour l'Afrique contre COVID, c'est-à-dire son âge, la population est relativement jeune. La densité de la population aussi, au kilomètre carré ou au mètre carré, à l'exception des grandes villes, c'est relativement faible. Et donc, les gens aussi se meuvent d'une façon relativement limitée. Même dans les grandes villes, les gens qui doivent sortir à tous les jours pour travailler, ben, ils partent de leur maison, ils vont au premier rond-point, installent leur bazar, etc. Donc, je l'ai vu à Libreville, il y a des gens qui étaient au Ocala, qui allaient pas au centre-ville, etc. Donc, il y a très peu de mobilité. Et il y a aussi peut-être la question de l'immunité populationnelle qui est peut-être plus présente en Afrique qu'on pense à cause de toutes sortes de raisons. Donc, j'aimerais un peu vous entendre là-dessus. Puis, ce qui m'intéresserait un peu de savoir, vous ne l'avez pas abordé, c'est, vous avez parlé du Maghreb, est-ce que les pays voisins qui frôlent le continent africain peuvent servir de barrière naturelle aussi à l'entrée du virus en Afrique? Ben, vous avez dit déjà beaucoup de choses qui expliquent la situation africaine. La première chose, dire que le virus est aux portes de l'Afrique, ah, ça me fait marrer, ça. C'est parce que le virus, ça fait un bout de temps qu'il est rentré en Afrique. Ça veut dire que, par exemple, il n'y a pas de travailleurs chinois en Afrique. Ben, il suffit d'être allé en Afrique pour s'apercevoir qu'il y en a partout. Donc, si c'est arrivé en Lombardie, parce qu'il y a une immigration clandestine en Lombardie, on a oublié de le signaler, ça. Hein. Pourquoi c'est l'Italie du Nord et pas l'Italie du Sud? C'est pas un gradient de température, là. Hein. C'est parce que l'immigration importante et clandestine chinoise, elle est en Lombardie, et ça a commencé là. Donc, le virus, il est arrivé en Chine, peut-être avant chez nous, mais il est en Chine. Alors après, évidemment, le problème, c'est de se dire comment ça se fait qu'il n'y a pas la même explosion. Bah d'abord, quand on parle de l'Afrique, l'Afrique, c'est quand même bon. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'unité en Europe entre un Grec et un Norvégien, mais dans l'Afrique, il y a encore plus de disparités entre les pays. Vous avez parlé du Maghreb. Ben moi, ça m'a surpris que j'ai appris. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont vrais. Je ne sais pas s'il y a un Tunisien qui nous écoute. On m'a dit 1000 cas en Tunisie. 1000 cas en Tunisie, c'est rien, quoi. C'est rien, rien du tout. Ça veut dire que l'épidémie et le virus circulent très, très peu. En Algérie, il semblerait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Au Maroc, je n'ai pas les chiffres. Donc, le Maghreb, et puis bien sûr que c'est une zone tampon. De toute façon, pour faire circuler du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, entre les deux, il y a quand même un passage qui n'est pas simple, hein, qui est le désert. Ils ont fermé les frontières assez vite. C'est quand même une mesure, là on n'en a pas parlé nous sur l'Europe, c'est un des problèmes qui va se poser. Apparemment les Européens pour une fois ont été intelligents, ont décidé de ne pas fermer les frontières de Schengen, mais je suis pas prêt je pense que c'est pas prêt qu'un avion d'Air France atterrisse à New York et vice versa. Donc d'avoir fermé les frontières, c'est aussi un moyen d'avoir diminué l'épidémie. Alors en Afrique, le fait le plus important, et moi je le savais pas, je l'ai appris récemment, moyenne d'âge 19 ans. Alors, quand on a dit ça, on a tout dit. Hein. 19 ans de moyenne d'âge, bien évidemment, le coronavirus ne fera pas de dégâts sur cette population-là. Pas de dégâts. Confiner l'Afrique, quand on voit confiner dans le désert, c'est pas difficile, mais confiner les villes africaines, on voit qu'ils sont surpeuplées, c'est impossible. C'est impossible. Et il paraît pourtant qu'ils sont assez vigilants là-dessus. Je ne sais pas comment, mais il paraît. Mais c'est vrai que l'âge explique déjà la non-force de cette épidémie en Afrique. Deuxièmement, je vous dis la saisonnalité et le gradient de chaleur. Bon, celui-là, on en parle dans plein d'épidémies. Il y a une chose qui est intéressante dont vous avez parlé, qui est l'immunité. D'où l'espoir avec le BCG. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais il semblerait que le BCG, qui a complètement été abandonné chez nous, parce que la maladie n'existe plus,
en fin de compte, aurait un intérêt pour relancer l'immunité générale, et que c'était même une piste en France pour voir si on n'avait pas fait quelque chose, c'est que l'immunité des Africains serait bien meilleure à cause de ça, ou grâce à cela, que la nôtre. Alors, épidémique à 3 mois, hein. Comment voulez-vous qu'on tire des conclusions, doc, tout ça? Moi, je vous donne que des hypothèses que j'entends. Je retiens que les hypothèses qui me paraissent vraisemblables. Je ne vais pas sur l'hypothèse hydroxychloroquine, les Africains en ont pris de façon massive. Est-ce que c'est ça? On n'en sait rien du tout. En tout cas, c'est vrai qu'ils en ont pris de façon massive. Et que moi, j'ai vu 2 ministres africains qui ont dit, de toute façon, il faut qu'on donne quelque chose. Comme on n'a rien à donner, l'hydroxychloroquine, c'est bien pratique, d'autant que les effets secondaires de l'hydroxychloroquine, alors ça fait marrer tous les Africains. Quand on entend les médecins français qui parlent des effets effroyables secondaires de l'hydroxychloroquine, on en a prescrit des millions et des millions de doses. Donc c'est vrai qu'il y a un problème avec dès qu'il y a un allongement du QT. Bon, enfin, en règle générale, c'est pas un médicament meurtrier. Et contrairement à ce que dit notre prix Nobel Barré Sinoussi, c'est pas un médicament plus dangereux que le Doliprane, comment c'est son nom? Je dis Doliprane alors que je devrais vous dire aidez-moi vous, les hommes savants. Le Doliprane, c'est quoi le... Ah, bon, voyez, bref, on n'est pas fort. Hein. Donc, c'est le premier médicament du suicide aux États-Unis et en Angleterre, et qu'on sait 8 grammes de produits actifs entraînent des dégâts incroyables. Donc, il faut arrêter de dire que l'hydroxychloroquine, entre parenthèses, est un produit ultra dangereux. C'est un médicament, comme tout médicament, des effets secondaires. Donc, l'Afrique en a pris. Est-ce que c'est ça qui a marché? Parce que toutes les autres solutions qui arrivent, dont on va parler tout à l'heure, sont hors de prix pour l'Afrique. Sauf le vaccin, si l'industrie pharmaceutique accepte de ne pas se conduire bêtement, comme ils ont fait avec les médicaments du sida, et qu'ils permettent à l'Afrique d'avoir le vaccin qui va être mis au point, ça j'en ai la certitude. D'ici la fin de l'année, on aura le candidat vaccin sérieux, et dès que les études d'innocuité auront été faites, je pense qu'à ce moment-là, on pourra vacciner en masse. On vous entend pas, Yves? On vous entend pas. Il y a quelqu'un qui dit que c'est le paracétamol. Le paracétamol. Oui, bien sûr, ben, Oui. Paracétamol. Mais oui, mais il y en a qui suivent. Exactement. Mais ceci étant, quelle est votre opinion sur comment l'Afrique devrait se préparer par-dessus tout ce que vous venez de dire, là? Comment l'Afrique devrait-elle réagir? Qu'est-ce qu'elle devrait mettre de l'avant? Est-ce que c'est des masques, des gels hydrosolubles, contrôler ses immigrations? Bon, alors, quelle est votre politique générale sur ça? moi, je pense que il y a certaines mesures qui sont à la mesure de l'Afrique, si j'ose dire. Se laver les mains. Bon, je sais qu'il n'y a pas d'eau partout. Mais enfin, bon, on peut. J'ai vu qu'il y avait qui faisaient des points collectifs, apprendre aux enfants à se laver les mains, à se éternuer dans leur coude. Il y a quand même des choses qu'on peut apprendre et que les Africains doivent apprendre. Ça, mais bon, après, ça dépend du niveau des gens qui vont leur apprendre, hein, qui vont pouvoir aller partout. Mais les mesures barrières, je vous dis, elles datent depuis le Moyen Âge. Hein, elles sont pas terribles. Effectivement, se laver les mains, les gels hydroélectriques, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Afrique. Et puis essayer d'éviter de s'approcher les uns trop les autres. Je sais que c'est pas facile. Il y a une chose qu'ils peuvent faire, c'est déjà mettre en quarantaine tous les symptomatiques. Ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Ils l'ont très bien fait pour Ebola. Hein. Donc, ils n'auront pas effectivement les porteurs sains. C'est ce qu'il y a. Il y aura plus de porteurs sains que de malades en Afrique, ça c'est sûr, vu l'âge des gens. Bon, si dans l'entourage des gens qui sont malades du Covid, on pouvait faire attention un petit peu, c'est des mesures assez simples. Après, pour le reste, la mesure la plus efficace, c'est la fermeture des frontières. Hein. Celle-là, elle est efficace, mais elle n'est pas facile pour l'Afrique si une partie de ce dont l'Afrique a besoin arrive par les frontières. Alors, je sais qu'il y a les vols cargo qui changent beaucoup de choses, ils amènent beaucoup de choses en pas longtemps, mais c'est vrai que tout le système de distribution, tout ça, c'est difficile à contrôler. Puis je vous dis, bah, écoutez, ce coup-ci, le BCG, on va pas avoir le temps de vérifier, mais ça sera forcément une piste pour après.
Et puis l'hydroxychloroquine, parce que il va bien falloir un jour qu'on sache quand même. Vous trouvez pas que c'est ahurissant qu'on sache pas encore? Parce que là, ça fait quand même maintenant, nous en France, on en parle depuis 3 mois. Il y a eu des bâtons dans les roues pour faire les essais. Il faut dire que Graou a fait n'importe quoi au début, il faut quand même le dire. Il a fait une étude, même un épidémiologiste qui fait des essais cliniques à Tours s'est rendu compte que son truc était pas correct, quoi. On peut pas faire des études. Mais alors, après, on s'est mis alors en double aveugle contre placebo. J'adore. Tous les médias se sont mis à parler de double aveugle contre placebo. Les gens ont été persuadés dans le grand public qu'il fallait être aveugle pour être rentré dans l'essai. Donc, si vous voulez, c'est là où on explique mal la médecine. Je dis toujours que quand on est dit aux gens que une fracture, c'est une solution de continuité, moi j'ai mis du temps à comprendre quand j'étais étudiant, mais je vois encore des médecins qui mettent que le fémur présente une solution de continuité. Comment voulez-vous que les gens qui regardent ça puissent comprendre? Donc la médecine a besoin, c'est au passage, et c'est pour ça que ça justifie mon métier, la médecine a besoin de traducteurs. Donc si vous voulez, là, l'histoire de Raoult, c'est grave, je trouve. OK. Il y a une question dans le public, si vous permettez. Après ça, je vais passer la parole à Étienne. C'est une question qui nous vient de Guinée-Conakry par le Dr Sékou Amadou. Bonsoir, professeur. J'ai une inquiétude par rapport à la recontamination des patients guéris de COVID-19 avant la disponibilité d'un vaccin. Que répondez-vous? Alors là, à mon avis, de dire qu'il n'a pas à s'inquiéter. Le monde aime bien se faire peur et évidemment tout de suite après les premières contaminations, on a vu arriver les gens qui disaient eh ben ça va recontaminer. Pour le moment, il n'y a aucune donnée qui permette de dire qu'il y a une recontamination. Alors le sujet il est très simple, c'est que il y a probablement une immunité. C'était pas sûr au début, on savait pas s'il y allait avoir une immunité après un épisode. Il y a une immunité qu'on arrive à chiffrer. On a même des études qui sont en cours pour traiter des patients graves avec des sérums de malades guéris. Cette immunité, est-ce qu'elle est solide? On n'en sait rien. Parce que pour le moment, pour les premiers, on n'a que 3 mois de distance. Alors, elle est solide probablement à 3 mois. Est-ce qu'elle sera à 6 mois, 1 an? On n'en sait rien du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que toutes les histoires de recontamination, ça a d'abord été des recontaminations, par exemple en Chine, par des travailleurs qui rentrent en Chine. C'est-à-dire des recontaminations par des gens de l'étranger, des Chinois mais qui venaient de l'étranger. Et puis en Corée, ils ont eu une petite étude, il doit y avoir 120 recontaminés. Jusqu'ici, il n'y en a aucun qui est avéré être une vraie recontamination. Donc je pense qu'il ne faut pas trop exagérer et faire peur aux gens en leur disant non, vous en faites pas, c'est pas parce que vous l'avez eu, vous allez le revoir et tout ça. On a des gens qui ont la grippe une fois, qui l'ont la même saison. Est-ce que c'est bien la grippe qu'ils ont? Ça, Étienne pourrait nous le dire. Mais c'est vrai que là, on va jouer l'hypothèse la plus vraisemblable. 1, il y a une immunisation. 2, on pense qu'elle est assez solide. Pose le problème des tests. Pour le moment, on fait que des tests PCR. Alors, un test PCR, c'est très pratique, sauf que ça vous donne votre statut à l'instant T. Je suis négatif le matin et je sors en boîte le soir et le lendemain matin, je suis positif. Donc ça, faut dire que le PCR, il sert pas à grand-chose à ce niveau-là. Les tests sérologiques, ils existent. Ils sont relativement bon marché. Alors pour la France, 20 à 30 euros. Ils sont pas remboursés pour une raison toute simple, c'est que le gouvernement veut surtout pas qu'on commence à faire ces tests-là pour pas rassurer des gens qui risqueraient, une fois rassurés, d'aller déconfiner en faisant la fête. Je trouve que c'est d'une injustice totale pour les soignants français. S'il y a des gens qui mériteraient qu'on mette ces tests à leur disposition dès maintenant, puisque je vous dis, ils existent, c'est bien les gens qui sont battus, qui ont été soignés et qui vont avoir à se battre comme encore, si au moins ils savent qu'ils sont protégés, ce serait quand même le moindre des choses qu'on doit leur rendre. Donc voilà, pour notre ami de Guinée, honnêtement, on a plus en ce moment à gérer une épidémie que de gérer l'hypothèse d'une recontamination chez les gens qui ont été contaminés. Est-ce que ça vous satisfait comme réponse? Très bien. Oui, merci. Étienne? Oui, je voulais revenir un petit peu sur l'Afrique. Très honnêtement, Yves et moi et d'autres, bien sûr, on avait dit mais il se prépare quelque chose d'épouvantable en Afrique. Soyez prêts, etc. Quand on disait soyez prêts, d'ailleurs, on ne savait pas être prêt à quoi. C'était ça la grande question. Et puis il semble que finalement la situation ne soit pas aussi épouvantable qu'on a pu le dire et qu'elle ne sera, nous l'espérons, pas aussi épouvantable. Alors,
à tel point que des pays, j'avais ce matin, j'étais en contact avec des amis tunisiens de Tunis qui nous disaient, mais arrêtez de nous parler de cette épidémie, on a lancé un plan qui bloque tout, on ne peut plus travailler, on ne voit pas de cas Covid, des collègues pneumologues, hein, et on ne peut plus travailler. Alors il faut absolument arrêter et passer rapidement à une période de déconfinement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que véritablement, est-ce qu'il faut aller plus rapidement au déconfinement dans des pays comme la Tunisie, par exemple? Alors moi, je suis particulièrement sensible sur le sujet de la Tunisie parce que j'ai une maison en Tunisie et que j'adore ce pays, et que j'adore les gens et que j'adore les médecins tunisiens. C'est clair qu'ils ne voient pas de Covid, hein. Alors moi, je veux dire, je suis dans une ville en plein désert qui s'appelle Tozeur. Ils ont eu 2 suspicions. Enfin bon, on a arrêté le pays. On a arrêté complètement le pays. Un pays qui avait de mal à s'en remettre après du terrorisme et plein de choses. Là, on risque de lui donner un coup final. Le problème, c'est que moi, je pense que la Tunisie peut déconfiner tranquillement, sagement. Le problème, c'est qu'on ne va pas rouvrir les frontières. Et un pays qui vit du tourisme, tant que les gens ne pourront pas rentrer dans le pays, et ils ont intérêt à ne pas faire rentrer des gens qui sont malades aussi. Donc, ils sont obligés de fermer les frontières pour se protéger eux, pas protéger les touristes, pour se protéger eux. Donc c'est un vrai problème. Alors, le déconfinement, il va se faire naturellement parce que c'est vrai, quand on va commencer à voir les courbes qui vont être plates, ça va être difficile, au nom de quelques dizaines de morts, de bloquer tout un pays. Donc là, c'est pas être cynique que de dire ça, hein. C'est simplement, il y a un moment, il faut savoir. Moi, ce que je voudrais surtout pas, c'est qu'en Tunisie, il y ait plus de morts liées au confinement et à l'isolement de la Tunisie que par le virus, hein, parce que ces pays-là méritent de poursuivre leur développement sans qu'on leur amène, je vais dire, nos maladies. Mais c'est vrai que ils n'ont pas un système sanitaire en Afrique aussi qui permet de. Pour ça que vous étiez sans doute inquiet, c'est que je sais plus combien. Je voyais un pays où il y avait 2 réanimateurs. Donc évidemment, quand on voit les surcharges des services de réanimation français, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Ça se passe comme ça en Afrique. Ben, ça se passe pas comme ça. Alors je sais pas. Il n'y a pas une personne qui va prendre la décision sur l'Afrique, hein. C'est un pays qui a autant de gouvernements que de pays. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont prendre comme règle, mais aujourd'hui, ils doivent déconfiner sans trop de soucis. Je voudrais qu'on parle un mot des enfants. On n'en a pas parlé, parce que je ne sais pas si c'est la polémique dans vos pays. Enfants et femmes enceintes. Enfants et femmes enceintes. 2 choses différentes, hein. C'est 2 problèmes totalement différents. Les enfants, alors là, il y a une étude allemande qui est sortie avant-hier qui dit « Attention, les enfants sont aussi contaminants que les adultes. » Donc, c'est grave. Cette étude est une mauvaise... C'est Nietzsche qui disait « Il n'y a pas d'effet, il n'y a que des interprétations. » Cette étude, elle a montré que les enfants qui étaient positifs, au PCR positif, avaient autant de charges virales que les adultes positifs. Soit. Mais ça ne veut pas dire d'abord qu'il y en a autant. Et deuxièmement, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont aussi contaminants que les adultes. Car toutes les études en ce moment montrent que les enfants ont peu de choses à craindre du coronavirus, mais vraiment peu de choses, hein. Sur l'épidémie en France, il y a 2 enfants qui sont morts, un enfant de 5 ans avec des comorbidités effroyables et une jeune fille de 16 ans. Là, on n'a pas très bien compris pourquoi. Mais enfin, sur l'ensemble des pays, c'est vraiment très très peu. Quand on voit les morts qu'il y a par ailleurs, vous savez, par exemple, le nombre de morts en France en mars n'a pas augmenté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'accident de voiture, parce qu'il y a eu moins de suicides, parce qu'il y a eu moins de choses comme ça. Donc, si vous voulez, tout ça est très relatif. Donc, les enfants, ils sont moins contaminés et il semble aussi qu'ils soient moins contaminants. C'est-à-dire que les renvoyer à l'école est une mesure qui s'imposait parce qu'il faut que le pays se remette à bosser et que souvent la garde des enfants, c'est ce qui freine les parents. Donc c'est pas dangereux de mettre ses enfants à l'école, ça devient une certitude. En revanche, les enseignants, eux, vont se contaminer entre eux, ou les parents qui vont amener. Donc c'est là où le port du masque et les précautions qu'est en train de faire tout le gouvernement français sont là pour ça. Puis aussi pour un autre truc, je ne sais pas si en Afrique il y a ce problème-là, mais s'il y a un problème de responsabilité qui commence à arriver, hein, on est un pays un peu bizarre, on est capable d'attaquer un maire parce que la classe, il n'y avait pas
1,50 m il y avait 1,40 m. Bon, ça fait qu'on discute beaucoup des confinements en ce moment et qu'on ne sait pas ce que va raconter notre Premier ministre. Il y est en ce moment, ce qu'il est en train de raconter, puisque c'est en ce moment. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses, entre autres le déconfinement, qui dépendent du pays, de la tradition du pays. Par exemple, il paraît qu'en Italie, c'est un drame de ne pas rouvrir les bistrots pour prendre son petit café le matin. Bon, en France, c'est moins un drame. Par contre, les terrasses des restaurants, ça, les Français aiment moins. Il y a des pays où ils continuent à aller pêcher, à aller se promener. Nous, la pêche est interdite. Donc, ça veut dire que toutes ces décisions qui sont prises, on se demande parfois par qui elles sont prises, pourquoi elles sont prises, et au nom de quelle logique scientifique et médicale, c'est difficile de savoir. Il faut dire aussi que notre comité scientifique, c'est pas particulièrement, n'a pas été particulièrement brillant. On avait mis des gens qui étaient censés l'être, mais au total, ça fait un cocktail qui a dit beaucoup de bêtises. Il a encore dit une en disant qu'il fallait pas que les enfants aillent à l'école. Comment voulez-vous que les Français aient la foi entre ce qu'on leur dit, quand d'un côté le président dit on emmène tout le monde à l'école, et le comité scientifique dit non, on a mieux attendre septembre. Mais tout ça, c'est lié à ce virus dont on apprend tout, et qui fait que si vous voulez que je vous fasse une vision catastrophiste de ce qui peut se passer dans le monde avec le virus, je peux le faire. Mais moi, j'aurais honte de faire ça, parce qu'on n'en sait absolument rien, et ça sert à rien de mettre les gens dans un état comme ça. J'aurais une question pour vous. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous savez si au niveau européen, il y a eu une forme de consultation quelconque entre les dirigeants ou entre les pouvoirs sanitaires pour essayer de trouver une façon logique pour déconfiner l'Afrique, pas l'Afrique, mais l'Europe, d'une façon, on va dire, le plus sécuritaire possible et pour que ce soit le plus productif à long terme possible. Savez-vous s'il y a eu ce genre de consultation? Alors, je vais vous donner un exemple qui va vous faire comprendre la complexité de la chose. On voit le G8, le G12, le C52, ils vont faire pouf pouf en jouant à l'Indien dans des endroits sympas de la planète. Bon, ceux-là, ils discutent entre eux, ils se présentent leurs femmes, et j'ai pas l'impression qu'ils font beaucoup avancer l'état du monde. Je suis peut-être un peu excessif, mais et en revanche, on a dans des pays des systèmes de santé. Il faut savoir que la santé, ça appartient à chaque pays. Hein. Quand on a fait l'Europe, la santé a été laissée à chaque pays. Il n'y a pas un système de santé européen. Et alors, le problème, France, Allemagne, vous pouvez vous dire, Macron voit Angela Merkel régulièrement, ils discutent. Ouais, sauf qu'en Allemagne, c'est pas un État comme chez nous. En Allemagne, le pouvoir, il n'est pas chez Merkel. Et le pouvoir, il est totalement décentralisé. Et c'est chaque, on appelle ça les Landes, ou les Länder ou les Länder. Enfin, je crois que c'est Länder. Chaque région est totalement indépendante, prend ses décisions. Ils confinent comme ils veulent, et là, ils sont en train de déconfiner comme ils veulent. Il y en a des Länder où ils ont rouvert le coiffeur depuis très longtemps, il y en a d'autres, les bistrots sont ouverts. C'est une décision qui est régionale. Alors, quand vous avez, après de ça, le ministre de la Santé qui arrive, qui lui gère au niveau national, ça ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas y avoir une unité. Alors, l'unité européenne, moi, je veux bien qu'on en parle, mais je ne suis pas un politologue, mais je suis juste un citoyen européen pour m'apercevoir qu'il y a tellement de domaines où elle n'existe pas. Ben, je crois que ça, il va falloir rénover ça. Et si on veut refaire l'Europe et que ça fonctionne, ça va commencer par l'Europe de la santé. Parce que ça, les gens vont l'exiger. Et puis après aussi, le monde va se rénover. Il va falloir qu'on discute, il va falloir qu'on parle et qu'on s'aide. C'est pas normal que le paracétamol, je l'ai pas oublié, là, français, soit fabriqué en Chine. Enfin, vous vous rendez compte qu'on n'avait plus de paracétamol en France, pays où ça a été inventé, parce qu'en fin de compte, le principe actif était fait en Chine. Donc ce monde paye actuellement en santé les incongruités de son système. Je ne vous ai pas fait un discours trop politique, j'espère. Non, merci, Étienne. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de questions concernant le vaccin. Oui. On a peu parlé jusqu'ici. Il y a notre ami le doyen Benkada de Mostaganem qui nous demande et le vaccin, c'est pour quand et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, le vaccin, j'ai fait un point hier, ça tombe bien. Il y a 8 candidats vaccins. Il y en a 8 qui vont très vite passer en phase 2, qui sont déjà en phase 2. Après, on va avoir un choix. Bien sûr qu'ils vont trouver un vaccin. Bien sûr que ce vaccin va être trouvé
à mon avis, avant la fin de l'année. Pfizer annonce le sien pour septembre. Mais après se pose un problème. Vous savez que pour mettre un vaccin au point, il faut passer par des phases pour tester son innocuité. Parce que c'est bien de vacciner des chimpanzés, mais c'est pas 3 ou 4 milliards de gens. Et que tant qu'on n'aura pas fait des essais assez complets chez l'homme, eh ben, on risque de mettre un vaccin avec des effets secondaires. Alors, vous imaginez ce que cela peut avoir comme effet dans le monde si on met un vaccin et qu'on s'aperçoit qu'il y a des morts, qu'il y a des gens qui sont malades. Donc, c'est une espèce de partie de poker un peu sinistre qui consiste à dire à quel moment je vais dire OK, on peut y aller sans que ça soit pas un problème pour les gens qui vont être vaccinés. Alors, vous avez Trump, toujours le même. Hein. Trump, il dit allez, ça marche, c'est le chimpanzé, poum, petit coup là sur 2-3 prisonniers, puis après on met. Mais non, ça se passe pas comme ça. Et je pense pas qu'il y ait un laboratoire qui va le suivre. En revanche, ceux qui veulent mettre ceinture et bretelles, ceux-là, ils seront prêts dans 2 ans. Est-ce qu'on en aura besoin avant 2 ans? J'espère que non, mais peut-être. Donc, si vous voulez, il va y avoir une décision à prendre, et c'est une décision que vont prendre à la fois les scientifiques et les industriels, pour savoir lequel on peut mettre en production. Alors après la production, il y a des gens qui disent, ouais, là, vous vous rendez compte, faire un vaccin pour 5 milliards d'individus, c'est impossible. Sauf qu'il faut savoir qu'un laboratoire comme Glaxo fabrique 2 millions de doses par jour pour ces vaccins, en France. Vous imaginez dans le monde. Donc, apparemment, fabriquer des vaccins en très, très grand nombre n'est pas un problème. Mais il va se poser un dernier problème, qui va être de savoir à quel prix ce vaccin est disponible dans le monde. Parce que bien évidemment, au Québec, en France, on est prêt à payer un vaccin. De toute façon, ça ne dépassera pas le prix de 2 hamburgers. Mais il y a des pays où ça ne peut pas se passer comme ça. Et là, l'industrie pharmaceutique, elle est face à un challenge. Face à un challenge qui consiste à dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je sauve le monde et enfin on me respecte. Soit je continue à faire du profit. Et ça ne s'arrête pas au vaccin. N'oubliez pas qu'on n'a pas parlé du tocilizumab et du remdesivir, qui sont des médicaments. Le tocilizumab, c'est 1000 € l'injection. Donc, pensez que demain, tous les pays du monde où les Covid s'agrèvent vont avoir ces 2 produits-là, c'est du rêve. Donc, il y a aussi ces problèmes-là. Et si vous voulez qu'on parle de ces médicaments-là, je peux vous en dire un mot. Oui, je vois qu'on a plusieurs gens qui se questionnent et il y a quelqu'un qui se questionne à propos de l'Inde. On entend très peu parler de l'Inde. C'est notre ami Georges Kayak de Beyrouth qui est pneumologue et qui se questionne à savoir si la problématique en Inde ne pourra pas être équivalente à celle de ce qui se passerait en Afrique. Oui, alors d'abord, il faut savoir qu'en Inde, je crois qu'ils ont 200 000 morts de la tuberculose chaque année. Hein. C'est-à-dire que les grandes séries de maladies infectieuses qui tuent, quand on parle des 35 000 morts en France, ça les fait rigoler. Il y a un problème aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les avions ne volent pas, les trains ne roulent pas et les frontières sont fermées. Alors déjà, un journaliste, c'est un mec qui dit n'importe quoi quand il est informé, mais quand il n'est pas informé, ça devient difficile. Les seules images qu'on ait de l'Inde et des trucs de l'Inde, alors à part des témoignages, hein, mais on ne sait pas un témoignage, un coup de fil d'un hindou, on ne sait pas si, à moins que vous connaissiez bien un professeur d'épidémiologie hindou, moi j'en connais pas. Mais on a vu le confinement qui se faisait par la grande fête, c'était leur fête nationale. Et là, dans les rues, tout le monde s'embrassait, c'était comme ça, leur façon, ils disaient. Et ils avaient alors c'est pas confucien, mais ils avaient une autre approche, c'était de dire, ça se passera comme ça devra se passer. Alors là, je vous avoue que là, on sort du domaine médical et on sort de l'épidémiologie. C'est quand on va rouvrir les frontières qu'on va voir ce qui s'est passé. Étienne, il a un dicton qui dit, Tourangeau, qui dit, c'est après la foire qu'on compte les bouses, ce qui explique bien ce que ça veut dire. Là, les bouses, c'est dramatique parce que ça va être des gens qui vont probablement être morts ou pas. Mais il y a un état du monde à dresser dans les 3 mois qui viennent qui va être difficile à faire, mais absolument nécessaire pour qu'on puisse en tirer les vraies conclusions. Est-ce que les pays vont pas mentir? Déjà, quand on voit qu'en France, on a mis du temps à compter les morts dans les EHPAD et qu'on oublie tout à fait les morts de la HAD, parce qu'on a un truc qui s'appelle l'hospitalisation à domicile, moi, les sons de cloche que j'ai de mes copains généralistes, c'est qu'il y a beaucoup de morts.
Il y a beaucoup de morts chez des patients qui font de l'hospitalisation à domicile. Et puis quand ils vont signer le permis d'inhumer, bon ben ils mettent, comme tous les médecins qui ne savent pas trop, ils mettent asystolie alors que c'est peut-être probablement ou pas un Covid. Donc c'est vous dire que là, déjà, même les statistiques dans un pays qui est très organisé comme le nôtre, on les a pas. Alors imaginez effectivement l'Inde. Je pense que le coronavirus va tuer beaucoup de gens en Inde et on saura effectivement là aussi, comme au Brésil, ce que cette épidémie aurait fait dans nos pays si on n'avait pas confiné. S'il vous plaît, Étienne. Oui, c'est peut-être une question un peu technique, Jean-François. Ça concerne la ventilation non invasive. Je savais que tu voulais me coller sur un problème de médecine. Non. C'est pas du tout ce que je cherchais à faire. Mais simplement, il a été montré, tu es bien au courant, qu'avec la ventilation non invasive, on pouvait éviter un certain nombre de patients d'être ventilés par intubation, ventilation. Il se trouve que depuis ces dernières années, la ventilation non invasive s'est développée en Afrique, en particulier grâce à nos collègues pneumologues qui ont traité les syndromes d'apnée du sommeil et tout ce qui est avec les CPAP. Donc, c'est pas une technique impossible, à ceci près qu'on sait que la ventilation traitée par CPAP, un syndrome d'apnée du sommeil, c'est pas la même chose que de traiter une décompensation respiratoire. C'est pas le même suivi, etc. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, je suis très content que tu me lances sur ce sujet-là et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup aidé en France. Je vais vous expliquer ça. J'ai été contacté par l'hôpital de Créteil et des inventeurs qui m'ont dit: est-ce que tu connais la CPAP de Bousignac? Jamais entendu parler. Alors, le système est simple, c'est qu'ils se sont aperçus qu'avec une CPAP, en mettant un petit adaptateur qui coûte 30 €, on pouvait ventiler des patients. On pouvait leur fournir de l'oxygène dans de très bonnes conditions, sans les intuber. Avec un seul problème, et vous allez comprendre pourquoi ça a été refusé d'emblée par les services de réanimation Covid, c'est que le malade, il respire et il ventile des quantités invraisemblables de virus dans la pièce. Voilà, bon. Alors, c'est tout con, il fallait simplement équiper le malade, faire en sorte que... et puis équiper les médecins. Et quand on s'est aperçu qu'avec ce système-là, on gagnait du temps sur la réa, c'est devenu une évidence qu'il fallait généraliser le système. Ce que les Italiens avaient compris depuis longtemps, quand moi j'ai appelé le constructeur et qui m'a alerté, il en avait vendu déjà 10 000 aux Italiens et le double aux Allemands. Donc les Français ont commencé à s'y mettre. Et là, au miracle, ça s'est mis à très très bien marcher. Comme en même temps, parce que ça faut le dire, Étienne, on s'est aperçu que le Covid, c'était pas une maladie pulmonaire, mais à partir du 7e jour, dans la tempête cytokinique, excusez-moi, je suis dyslexique, la tempête cytokinique, ça devenait une maladie vasculaire, c'était plus une maladie des poumons, et ben d'aller mettre des réanimateurs au bout des alvéoles, ça servait à rien, et qu'on a probablement tué les premiers malades en réanimation en les réanimant alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc aujourd'hui, les réanimateurs ont des protocoles qui sont vachement pointus et il y a beaucoup moins de morts parce que d'abord, ils n'intubent pas tout le monde, ils font une phase importante, à la fois au début et après réanimation pour les ventiler. Ils peuvent, grâce à ces CPAP, ils peuvent enlever la réanimation plus tôt. Donc, c'est quelque chose de très, très puissant. Et puis, sont arrivés aussi donc, les médicaments, les anti-ALS, qui sont le tocilizumab, qui là, lui, est sur le pic inflammatoire du 7e jour de façon extrêmement puissante. Juste une anecdote, mais qui est importante, c'est venu des hématos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des CAR-T-cells, qui est quand même quelque chose de... C'est une révolution dans le traitement des cancers du sang de l'enfant, qui consiste à, en grosso modo, je vous le fais grand public, de prendre des cellules, des globules blancs des enfants, de les envoyer aux États-Unis, où là, on les dresse en GIGN. C'est-à-dire qu'on renvoie un mois après des cellules, mais d'une puissance totale, et qui sont capables de nettoyer une tumeur chez un enfant, soins palliatifs, en 15 jours. Donc, quand je dis nettoyer. Sauf qu'au tout début, quand ils mettaient ces CAR-T-cells, quand ils les injectaient aux enfants, il y avait cet orage cytokinique qui fait qu'un sur deux mourait en réanimation.
Et là, ils se sont dit, mais là, il faut qu'on donne les anti-inflammatoires très puissants qu'on a. Et ça a été la fin, justement, des problèmes de Carticelle. Donc là, les hématologues ont fait part de ça à leurs amis réanimateurs qui se sont mis à donner, justement, le tocilizumab et qui a marché. Il y a aussi peut-être un mot sur le remdesivir, dont il faut dire un mot. Remdesivir, donc, laboratoire. Alors là, multinational Gilead, pas un médicament à moins de 1000 euros l'injection. Ils en ont mis un au point. Alors là, les résultats, les Chinois disent que ça marche pas très bien. Trump et sa clique ont fait une conférence de presse pour dire que fallait absolument donner tout de suite une emergency approval aux médicaments. Pour le moment, ça n'épargne pas de mort. Ça a l'air de diminuer la puissance de la crise. Mais de toute façon, pour la plupart des pays qui nous écoutent maintenant, c'est des médicaments, c'est même pas la peine d'envisager de les utiliser. Donc voilà, pour dire que la CPAP est certainement un super truc pour l'Afrique, qui n'a pas de réanimateur. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit un petit peu plus tôt à propos des tests. Si on réfléchit à une façon de dépister rapidement l'ensemble de la population sans que ça coûte une fortune. Bon, vous l'avez dit, il y a le PCR. Pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est, le PCR, ça va aller chercher les cellules qui sortent du poumon et puis avec un test type expert, vous séquencez une portion du virus puis c'est fait. Mais c'est relativement complexe et ça peut être assez cher. Il y aurait peut-être la température. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, comme test rapide en termes de déconfinement, pour être capable de savoir si ça va bien ou pas? Déjà, je vais rentrer dans les locaux de Canal+ tout à l'heure, et là, il y a un vigile qui va me prendre ma température. Je vous rassure tout de suite avec un appareil frontal. Donc, c'est quelque chose de utile, intelligent et facile. Donc ça, c'est fiable pour vous, c'est fiable. Ça. Ah oui, il y a bien sûr des Covid asymptomatiques, Donc ceux-là, bien évidemment, ils n'ont pas de température. Mais enfin, déjà, pour isoler les malades, c'est déjà une solution. Il y a une chose aussi qui a surpris tout le monde, c'est la perte de l'odorat et la perte du goût. Ça, c'est quelque chose de très, très nouveau. Et tous les Covid que l'on voit, ils ont tous eu une période où ils avaient perdu l'odorat et le goût. Ça, c'est pas difficile à retrouver non plus. Donc, ça, c'est des mesures cliniques simples. Après, vous savez, il faut. Pour le moment, on n'a pas trouvé mieux que le PCR. Réponse test le matin, réponse l'après-midi. Et alors là, peut-être, il faut qu'on parle d'un truc qui peut-être n'intéresse peut-être pas l'Afrique, mais c'est l'histoire de l'application qu'on nous promet pour tracer les gens qui sont malades. Alors là, la dernière nouvelle, j'ai entendu un ministre, attendez bien, un ministre français qui disait hier, oui, ceux qui n'ont pas d'iPhone, on proposera un bracelet. Je vous assure que moi, ils ne sont pas prêts de me mettre un bracelet. Parce que commencer à mettre aux gens un bracelet au prétexte qu'on va savoir si dans le train, ils ont croisé quelqu'un qui avait le Covid, là, l'histoire, moi, je n'achète pas. J'achète pas, et en tant que journaliste, je me battrai pour qu'on garde nos libertés essentielles. Parce que si on commence là, je peux vous assurer. Déjà, enfin, je sais pas, juste c'est un détail, mais l'autre jour, je me dis tiens, je vais aller passer quelques jours aux Canaries. Je regarde sur Google pour voir un voyage aux Canaries, d'accord non, même c'était avec mon téléphone. J'ai téléphoné dans une agence. Le lendemain, j'étais inondé de pubs pour les Canaries. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avait espionné ma recherche. Bon, on le sait tous, Mais enfin, quand il y a des faits aussi évidents que ça, j'ai pas envie que demain les GAFA règlent complètement le problème du coronavirus. À ce moment-là, je pense que nos libertés sont mal parties. Et surtout pas le gouvernement français qui me fait mettre un bracelet. Enfin bon, je sors de liberté conditionnelle et on me met un bracelet. Ça vous rappelle tout à fait l'histoire des prisons françaises. Donc on me libère parce qu'il y a trop de monde, mais on me met un bracelet pour que je sache où je suis. Non, alors l'histoire de l'application, l'histoire est belle sur le papier. L'histoire est belle, il n'y a pas de problème. C'est de dire que on va me dire tiens, j'ai pris le métro, j'ai croisé un mec qui avait le coronavirus. Bon. Mais c'est pas comme ça dans la vraie vie, ça se passera pas comme ça. Donc là, en France, on a un type très bien qui est le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est le Nicolas Revel,
qui a dit, bah, nous, on va prendre le truc, on fait ça avec les généralistes. Ils ont augmenté les généralistes. C'est-à-dire que les généralistes, ils leur ont donné 20 euros de plus pour une consultation Covid. Moyennant quoi, ils préviennent la CNAM, ils font l'enquête familiale. Et si dans la famille, il y a des gens qui, hop, on teste. Donc c'est comme ça, il ne faut pas que ça dépasse, donc je donne le chiffre, 3 à 4 000 nouveaux cas par jour. Au-dessus de ça, on est dans le potage et il faudra reconfiner. Étienne? Oui, une question de Zouer Swissi qui avec nous anime ces sessions, qui nous appelle de Tunis. Pensez-vous que les régimes alimentaires puissent expliquer les différences épidémiologiques? Alors là, on va rentrer dans le chapitre de la nutrition et des médecines douces. Je n'ai absolument... il y a plein de médecins là, qui m'appellent en me disant vos journaux sont sérieux, mais au moins parlez du terrain. Et que si vous prenez de la vitamine C, de la vitamine D, du magnésium et du zinc, vous résisterez mieux au coronavirus que les autres. Je n'ai aucune raison de ni les croire, ni pas les croire. Bien sûr que l'alimentation, déjà l'alimentation joue un jeu déjà, en sachant que les obèses payent un plus gros tribut à la maladie que les autres. Donc déjà de toute façon, d'avoir des attitudes alimentaires cohérentes, et je devrais commencer le premier, c'est quand même quelque chose effectivement pour aller être en meilleure santé. Mais là, sur le coronavirus, on ne sait rien déjà de l'épidémie telle qu'elle est, de savoir si le fait de boire un coca ou ça va arranger le coronavirus, on n'en sait rien. On ne sait rien sur comment le régime alimentaire. Et on va dire, comme tous les médecins qui prennent jamais position, les règles hygiéno-diététiques, il faut les respecter, ce qui ne veut rien dire. Mais bon, pareil, on espère que l'exercice physique n'est pas bon pour le coronavirus, parce que comme on n'a pas eu le droit d'en faire, voilà. Juste un point. Vous avez vu cet essai sur la nicotine aussi. On a eu un énorme problème avec des gens très sérieux qui ont fait un essai pour montrer qu'il y avait moins de gens touchés par le virus chez les fumeurs. Bon, conclusion, tous les abrutistes ont bien fumé, mais si vous comprenez, le médecin qui dit ça, il faut qu'il se rende compte de ce qu'il va dire. On ne peut pas lancer des informations comme ça sans dire attention, le tabac tuera beaucoup plus de gens que le coronavirus. Écoutez, nous sommes presque à la fin, il reste à peine une minute. J'aimerais avoir votre opinion très générale. Comment pensez-vous que qu'est-ce que la planète va tirer de cet épisode COVID? Est-ce qu'elle risque d'en sortir meilleure? De toute façon, il vaudrait mieux qu'elle en sorte meilleure, pour plusieurs raisons. D'abord, vous êtes de ceux qui voyagent beaucoup, qui pour un an viennent à Paris pour un colloque, vont en vacances aux Bahamas, et puis quand ils ont de temps en temps, vont aller, on va aller en terre de feu parce qu'il paraît que les glaces sont belles. Je pense qu'on a tiré sur la planète un peu beaucoup. Je dis pas que le coronavirus est la conséquence de ça, loin de là l'idée. Mais je pense que la planète est plus intelligente que l'homme, quelque part, dans sa gestion globale. On s'en aperçoit. Il y a quand même pas mal de civilisations qui ont disparu. On ne sait pas où elles sont, on ne sait pas comment ça s'est passé. Ça, c'est un gros avertissement. Moi, ce qui me surprend, c'est que notre économie capitaliste soit pas capable de s'arrêter pendant 2 mois sans que ce soit une catastrophe. N'importe quel couple là qui va confiner, pendant 2 mois, on va un peu les aider, mais ils vont s'en sortir. Ça veut dire qu'on n'est pas capable, nous, le monde tel qu'on est, d'être capable d'avoir 2 mois d'économie. Et ça, c'est dramatique. Et puis, c'est vrai que, je vous dis encore, le paracétamol fabriqué par les Chinois, non, faut que ça s'arrête. Là, j'étais époustouflé, mais pas dans le bon sens, par les performances d'Amazon pendant le confinement, parce qu'on ne croisait, moi le soir, je ne croisais que des mecs qui livraient des trucs Amazon. Hein. C'est-à-dire que là, le business, ils ont fait 25% de plus d'augmentation de leur chiffre d'affaires Amazon. Donc eux, ils ont envie que ça continue, ils ont envie qu'on confine. Hein. Tout ça, c'est parfait. Donc si vous voulez, la planète, comme d'habitude, il y a des pauvres gens qui vont payer le prix. Ça, c'est sûr. Si les gros peuvent devenir moins gros, les capitalistes un petit peu plus raisonnables, on aura gagné. J'en suis pas persuadé. Moi, j'aime la vie, j'aime le monde, j'aime les gens. J'essaye de faire mon boulot de médecin journaliste le plus dignement possible, ce qui n'est pas toujours facile parce que, et ça c'est typique des Français, la critique fait partie du sport national.
et que, je vous dire une chose, arrêtez de suivre les réseaux sociaux aussi. Ayez des comptes Facebook avec des copains ou des Twitter avec des copains, mais arrêtez de dire toutes les bêtises que moi je peux découvrir. Chaque fois qu'ils parlent de moi, ils disent des conneries. Alors, je peux vous dire que c'est gentil de dire que c'est des conneries, mais c'est vrai, c'est vrai. Tout ce que j'ai pu avoir comme quelques attaques étaient des choses qui étaient fausses. Donc, je crois que il y a toujours, vous savez, le trépied entre santé, prospérité, et puis je sais plus quelle troisième chose. C'est le triangle. Le triangle, il tient pas sur les trois bouts, hein, donc il tient que sur deux bouts. Donc, il faut choisir le bout qu'on va privilégier. Sur la santé, ce sera mon dernier mot, c'est sûr qu'on ne peut pas revenir au système d'avant, du moins en ce qui concerne notre système hospitalier et libéral en France. Et probablement au Québec aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des réseaux sociaux parce que ça dépassait le cadre, mais les réseaux sociaux, on ne peut pas parler de tout. Mais je vais vous donner un exemple parce que ça va vous faire plaisir. J'avais dit que j'en parlerais pas. Mais un jeudi matin, il y a 10 jours, mon téléphone sonne et au bout j'entends « Bonjour, je suis le professeur Montagnier ». Bon, j'ai d'abord cru que c'était un copain qui me faisait une plaisanterie, hein, parce que compte tenu de la médiocrité de mes études médicales à Tours, qu'un prix Nobel m'appelle un matin pour me dire qu'il voulait que je l'interviewe, c'était soit que j'avais réussi dans ma vie de journaliste, soit qu'il fallait que j'écoute un petit peu pour voir s'il y a quelque chose. Je lui ai dit tout de suite que j'étais absolument contre toutes ces prises de position depuis 10 ans, la mémoire de l'eau et puis la vaccination. Mais il m'a raconté son histoire, et donc il m'a raconté que lui pensait que le virus avait été fabriqué par les Chinois et qu'il en avait la preuve, et que c'était les biomathématiques qui en faisaient la preuve. Mon boulot de journaliste, c'est de l'enregistrer. Je me suis aperçu qu'il n'était pas gaga, qu'il n'était pas en train de faire un Alzheimer. Son discours était parfaitement équilibré, sa voix chevrotait pas. Il était manifestement en pleine profession de ses moyens intellectuels. Donc j'ai donc lancé ça en lançant immédiatement le contre-feu de dire, j'avais une interview à côté du professeur Stahl qui me disait, alors lui de façon très méchante, il ne sait pas ce qu'il raconte, faut arrêter de faire donner la parole à ces gens-là. Et j'avais prévu d'en parler à Canal+ ce soir. J'ai mis l'émission il devait être mon journal en ligne à 19h. Dans la nuit, j'ai eu plus d'1 million de téléchargements de ce journal. Et là, c'était parti. Et là, j'étais devenu complotiste. Et sur les réseaux sociaux, j'avais tous les fous qui est complotiste, qui disaient que j'étais un mec formidable, et tous ceux qui m'aimaient bien disaient, ça y est, le moine, il a pété un casque. Alors qu'en fin de compte, personne n'a pris le soin d'écouter les deux choses. Donc, si vous voulez, les réseaux sociaux, il faut regarder, tout le monde va trouver que je suis très anti-Trump. Enfin, c'est difficile d'être pro-Trump quand on est français. Regardez, 3 tweets tous les soirs. Moi, je suis abonné au tweet de Trump. Je dis, mais qu'est-ce qu'un président de la République, un président a à faire d'envoyer des tweets comme ça, quoi. Je regarde 80 millions de gens qui le suivent. C'est bien un meilleur média que la télévision pour lui. Donc, il faut se méfier de ces réseaux sociaux. Juste un point pour nos amis qui nous écoutent. J'ai dit tous les soirs un journal. Tous les soirs un journal, un podcast audio. Je vais vous donner mon adresse mail. C'est jf.lemoine@jdf.com. jf.lemoine@jdf.com. Et tous ceux qui m'enverront un mail, je les abonnerai au journal gratuitement pour qu'ils puissent voir un peu à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que c'est un gros boulot en ce moment, mais que je suis très fier d'être médecin journaliste, et puis je suis très très heureux d'avoir participé à cette conférence avec vous, en espérant que je vous ai pas dit trop de bêtises et que ça vous intéressait. Non, c'est un grand merci Jean-François, c'était vraiment un grand plaisir. Je voudrais donc te remercier très sincèrement parce que ça a été passionnant. On a fait le tour du problème, on peut dire les choses comme ça, tout simplement. Mais c'est l'occasion aussi de remercier tous ceux qui contribuent à ces petits rendez-vous, à la fois à notre bulletin tous les 15 jours et puis à ces visioconférences. Il y a la CIDMEF derrière, la Conférence internationale des doyens, il y a la SPLF avec le groupe d'espace francophone de la pneumologie, Franck Soyer, Zouer Souissi, et puis l'AUF, notre partenaire indispensable, et on a à côté de nous Jean-François Lancelot, Katika Birna qui nous aide tous les jours. Donc merci à tous. Donc Jean-François, tu nous as dit qu'on pouvait te retrouver sur... on le mettra à nouveau sur un mail. Ouais, à 18h30, si vous allez sur Canal+,
il y a le replay est mis 2 heures après et il est en clair sur Canal. Vous pouvez aller aussi, c'est parce que ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur. J'ai une chaîne médicale qui s'appelle Fréquence Médicale sur YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Fréquence Médicale et vous allez voir, j'ai des dizaines d'heures de programmes qui sont à la disposition de tous ceux qui s'intéressent à la santé, qui sont médecins et il y a des programmes pour les médecins, beaucoup, un peu pour le grand public. Et je pense que c'est plutôt pas mal de diffuser ça. Alors, on l'avait mis sur le mail d'invitation à cette visioconférence, mais on le remettra la semaine prochaine. Merci Jean-François. Merci à notre ami du Québec que je vois, parce que je vois que 2 personnes, donc il y a tous ceux qui regardent. Merci à vous, Dr Lemoine, et ça fait un plaisir de vous entendre et de vous connaître. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.